Au sud de l'Espagne, au cœur de l'Andalousie, se dissimule un trésor extraordinaire, la forteresse de l'Alhambra. Bâtie il y a plus de 800 ans par les Nasrides, elle s'étend sur 140 000 mètres carrés, soit la superficie de 14 terrains de football. Derrière ces remparts impressionnants, l'Alhambra dissimule d'incroyables bijoux architecturaux. Des palais somptueux, des patios agrémentés de fontaines et de bassins, et surtout des décorations d'une complexité extrême assemblées par des artisans au talent inégalé à l'époque. C'est un mélange d'expérience, de connaissances en calcul mathématique, en géométrie, et pour moi c'est l'apogée du travail du plâtre. Depuis des décennies, archéologues et historiens tentent de percer les secrets de fabrication des bâtisseurs nasrides et découvrir comment ils ont construit cette forteresse d'un raffinement absolu. Grâce aux plus grands experts de l'architecture arabe, à des reconstitutions en images de synthèse et des vues de drones inédites, vous allez découvrir comment l'Alhambra a été bâtie avec des matériaux simples et sans prétention. Les murs sont faits en terre compressée additionnée de chaux et la décoration est simplement faite de plâtre et de petites pièces de faïence combinées. En fait, tout était fabriqué ici et même extrait ici. Vous verrez comment ces concepteurs ont intégré les impressionnants remparts dans un vaste système de défense du territoire. Ce sont des murs massifs et solides. Ils incarnent la puissance. Ils nous disent que c'est là que le pouvoir réside. Vous découvrirez aussi l'impressionnant réseau hydraulique et les dispositifs uniques bâtis par les Nasrides pour alimenter la cité en eau. À ce jour, c'est l'un des systèmes hydrauliques d'élévation les plus ingénieux que l'on ait découvert en Andalousie. Vous allez comprendre les trésors d'ingénierie qu'ils ont développés pour faire face aux températures caniculaires ou encore pour orner les palais de décoration d'une complexité inégalée. Ils ne laissaient rien au hasard. Tout était réfléchi et ils voulaient atteindre la perfection. Voici l'histoire de l'Alhambra et des bâtisseurs nasrides qui ont su élever l'architecture arabe au rang d'art pour édifier une cité palatiale unique au monde. Pour rejoindre l'Alhambra, il faut se rendre à la pointe sud de la péninsule ibérique, non loin de la cité de Grenade et de l'impressionnante chaîne de montagnes de la Sierra Nevada. À l'est du centre-ville, la forteresse trône sur l'immense plateau de la Sabica, à près de 800 mètres d'altitude. Derrière ces hautes murailles se dissimule le plus incroyable trésor de l'Andalousie. La ville est une véritable merveille architecturale. Partout, des monuments d'une grande finesse s'offrent au regard. Nichée sur un territoire où les frontières n'ont eu de cesse de bouger, l'existence de l'Alhambra est le fruit d'une histoire particulièrement mouvementée qui a vu s'opposer Arabes et chrétiens pendant des siècles. Au tournant de l'an 1000, la péninsule ibérique est dominée par des principautés islamiques. Au nord, les royaumes chrétiens se partagent un mince territoire le long des Pyrénées. Mais cette domination arabe prend bientôt fin. Les chrétiens se lancent dans la reconquête du pays et durant près de 2 siècles, les territoires tombent un à un. L'avancée chrétienne semble inexorable. Pourtant, à l'extrême sud de l'Andalousie, il se heurte à un émir inconnu, Muhammad ben Nazar, dit Mohamed Ier. Sultan du royaume de Grenade, c'est le fondateur d'une dynastie qui n'en porte pas encore le nom. Les Nasrides.
Lorsqu'il arrive à Grenade en 1237, il décide d'établir sa résidence au sommet de la colline de la Sabica, où se trouvent les ruines d'une forteresse datant du XIe siècle. Et c'est à cet emplacement précis qu'il pose les premières pierres de sa future cité palatiale. L'Alcazaba, c'est son nom, est composé de hautes tours et d'une médina intérieure. Puis, juste en dessous, à l'intérieur de 2 km de remparts, d'autres bâtiments sortent de terre. C'est la naissance de celle qu'on appelle bientôt l'Alhambra. Alhambra en arabe signifie la rouge. Et nous savons que le fondateur de la dynastie nasride, Muhammad Ier, avait le surnom de Al-Ahmar, le rouge. Or, on sait que c'est une tradition en architecture islamique de donner à un lieu le nom de son fondateur mis au féminin. Le féminin de le rouge, c'est la Alhambra. La Médina, rassemblant boutiques et ateliers d'artisans, est le cœur vivant de la forteresse rouge, qui abrite au départ quelques centaines d'habitants. Tout autour, des maisons, des lieux de culte, des jardins sont construits. L'Alhambra n'est pas juste un palais, comme on le pense généralement. En réalité, c'est toute une ville palatine, une ville royale avec tous les éléments propres à une ville. Aujourd'hui, certains bâtiments ont disparu, mais il reste des vestiges de palais, de maisons, de quartiers, de fortifications, de bains publics, de mosquées, de tanneries et de commerces. Au-dessus de la ville fortifiée, un autre édifice voit le jour, le Generalife, relié à l'Alhambra par un long passage entouré de hauts murs. Le Generalife est plutôt une résidence d'été, ou plus exactement un palais qui permet aux membres de la cour de s'extraire de l'Alhambra. On sait que le Generalife n'avait pas de salle de réception. Il n'y avait aucun lieu lié à l'exercice du pouvoir. C'était vraiment un lieu de jouissance privée. Et comme il était juste à côté, la cour pouvait s'y rendre pour la journée, puis revenir. Juché sur la colline, l'impressionnant complexe de l'Alhambra veille sur la ville de Grenade et sur sa vaste plaine. Au cœur de cette capitale d'où il contemple le monde, les sultans de la dynastie nasride se succèdent pendant près de 250 ans, résistant sans relâche à l'extension du territoire chrétien. Dans le sillage de Mohamed Ier, ses successeurs continuent de façonner l'Alhambra, chacun apportant au complexe sa vision architecturale et artistique. La ville s'agrandit et se densifie. Des vergers et des édifices apparaissent au-delà même de ses murailles. Et plusieurs palais sont érigés les uns après les autres. Parmi eux, le Mexouar, le palais de Comares et le palais des Lions. À la fin du XIVe siècle, l'Alhambra atteint son allure quasi définitive et abrite entre 1000 et 2000 habitants. L'Alhambra est unique parce que c'est une ville vivante qui a toujours été habitée par des gens. Et ça implique que ceux qui ont eu la chance de vivre ici ont réaménagé la ville, l'ont adaptée en fonction des moments et de leurs besoins. Et nous avons des témoignages précis de cette évolution. Aujourd'hui encore, les vestiges de cette cité dynamique, prospère et vivante, sont pour la plupart encore debout et continuent de fasciner des générations d'historiens et d'archéologues. Lorsque l'on observe l'Alhambra pour la première fois, ce sont d'abord ses murailles qui impressionnent. Hautes d'une dizaine de mètres en moyenne, soit la hauteur d'un immeuble de 3 étages, elles protègent la cité des potentiels envahisseurs. Ce sont des murs massifs et solides. Aujourd'hui encore, quand vous êtes en bas à Grenade et que vous regardez ces murs,
Ils sont impressionnants. Très, très impressionnants. Ils incarnent la puissance. Ils nous disent que c'est là que le pouvoir réside. Il y a 800 ans, il n'y avait ni engin de chantier, ni système de transport automatisé. Alors comment les Nasrides ont-ils réussi à bâtir des remparts aussi colossaux au sommet de cette colline? La réponse est en fait extrêmement simple. Ils allaient chercher les matériaux de construction juste à côté, sur la colline elle-même. Les murs sont en effet composés de terre compressée et d'argile, prélevée sur la Sabica, à proximité de l'Alhambra. Et lorsque l'on pénètre à l'intérieur de la cité, le constat est le même. Ici, pas de pierre de taille, pas de bois exotique, pas de pierres précieuses, mais uniquement des matériaux simples et provenant tous du royaume de Grenade. Dans l'architecture nasride, les colonnes sont habituellement de marbre blanc, de Macael, qui est un village qui se trouve actuellement dans la province d'Almeria, mais à l'intérieur de ce qu'était le royaume de Grenade. Les murs sont faits en terre compressée additionnée de chaux et la décoration, à part les colonnes, est simplement faite de plâtre et de petites pièces de faïence combinées. En fait, tout était fabriqué ici et même extrait ici. Il y avait aussi à cette époque plus de forêts qu'aujourd'hui et le bois provenait des forêts situées à l'intérieur du royaume nasride. Du bois de pin essentiellement, même s'il y avait d'autres espèces. La climatologie de Grenade est un peu extrême. Et à l'époque médiévale, c'était encore pire. Il y avait des chutes de neige et des températures négatives en hiver. Et en été, elles dépassaient les 40 degrés. L'avantage de tous ces matériaux, c'est qu'ils supportaient bien ce climat et étaient assez flexibles pour durer et permettre à l'Alhambra d'être aujourd'hui toujours debout. Des matériaux transportés sur de faibles distances et adaptés aux contraintes géologiques et climatologiques. Voilà le secret des bâtisseurs nasrides. Grâce à cette stratégie, bien loin des standards de l'époque, les édifices pouvaient sortir de terre en seulement 2 ou 3 ans. Au XIIIe et XIVe siècle en Europe, les grandes constructions se faisaient en pierre de taille. C'étaient donc des œuvres chères et très longues à construire. Au contraire, les constructions andalouses et nasrides se faisaient rapidement pour pouvoir en profiter au plus tôt. Les sultans savaient que leur règne ne durerait pas longtemps et ils voulaient donc profiter de leur œuvre architecturale. Mais en plus des matériaux de construction, les bâtisseurs nasrides avaient aussi besoin d'une autre ressource indispensable, l'eau. Or, sur ce promontoire dominant la plaine, il s'agit d'une ressource particulièrement rare et précieuse. Ici, il n'y a ni rivière, ni nappe phréatique, ni même une source pour approvisionner la ville. Le fleuve Darro, qui irrigue Grenade, coule à plus de 100 mètres en contrebas. Quant à l'eau de pluie, elle tombe de manière trop irrégulière pour représenter une manne suffisante. Alors comment les premiers bâtisseurs de l'Alhambra ont-ils réussi à faire venir cet or bleu au cœur de la forteresse? Nous savons que les premières troupes qui se sont établies ici descendaient directement à la rivière Darro par une courtine, un passage fortifié de la muraille qui permettait d'arriver à la rivière, de prendre de l'eau et de la stocker dans une citerne. C'était suffisant pour une enceinte militaire, mais pas pour la construction d'une ville avec ses palais, ses bains, ses mosquées et tous les éléments qui caractérisent une ville islamique médiévale. Donc ce que Mohamed Ier a commencé par planifier quand il est arrivé ici et qu'il a décidé de s'établir à cet emplacement, ça a été d'établir un système d'approvisionnement en eau permanent et durable dans le temps. À son arrivée en 1238, Mohamed Ier se lance donc dans un chantier titanesque. La construction d'un immense réseau hydraulique pour alimenter le Generalife et l'Alhambra. Aujourd'hui, les vestiges archéologiques de cet ingénieux système sont encore visibles et nous éclairent sur la manière dont les bâtisseurs antiques sont parvenus à dompter l'eau. Le point de départ se trouve ici, à 6 km de l'Alhambra, sur le cours du fleuve Darro. À l'emplacement de ce barrage construit dans les années 1960,
les Nasrides ont autrefois bâti un autre barrage, un peu plus petit. On peut encore en deviner les restes, engloutis sous des milliers de litres d'eau. À partir de là, un immense canal dévie une partie du cours du fleuve Darro pour l'acheminer en pente douce jusqu'à l'Alhambra. La structure géologique des lieux a obligé les artisans à construire ce canal sous la forme d'un long tunnel à l'intérieur même de la colline. Aujourd'hui, une partie de ce tunnel s'est effondrée, mais les spécialistes sont unanimes. Sa construction a représenté un travail colossal et particulièrement complexe. Au cours des recherches qui ont été menées ces dernières années, nous avons pu comprendre comment était construit ce canal. C'est un canal qui mesurait 1,80 m de hauteur et pas plus d'1 mètre de largeur, ce qui permettait à une personne de creuser pendant la construction assez facilement. On a découvert également sur tout le long du canal des puits et des fenêtres qui servaient à évacuer la matière extraite au moment de la construction. Ils servaient également à la maintenance du canal, indispensable pour garder le niveau d'eau constant et en pente vers l'Alhambra. La galerie se poursuit en pente douce sur plusieurs kilomètres. Puis, avant de pénétrer dans l'Alhambra, elle se divise en deux parties. Le canal des 2/3, qui se dirige vers le Generalife et les vergers en contrebas, et le canal du tiers, qui contourne la zone pour rejoindre la face est de l'Alhambra. Juste avant de pénétrer dans la ville, les deux canaux se rejoignent à nouveau. L'eau enjambe alors un ravin grâce à un imposant aqueduc et rejoint enfin la Tour de l'eau, point d'entrée du réseau dans la citadelle. La tour de l'eau était la tour qui contrôlait l'accès à cette enceinte et à partir de laquelle s'établissait une série de ramifications et de dérivations vers toutes les citernes qu'il y avait à l'intérieur de la citadelle, vers tous les réservoirs associés, aux maisons principales, au palais et aussi aux bains, qui servaient à l'hygiène publique et pour les rituels préalables à l'entrée dans les mosquées. À l'intérieur de la citadelle, les innombrables vestiges de ce réseau d'approvisionnement sont encore visibles. Partout, l'eau, source de vie, est au cœur des constructions. Dans les jardins du Generalife, l'or bleu occupe une place centrale, comme un symbole de sa domestication. Le Generalife, c'est l'illustration parfaite du système hydraulique de l'Alhambra. C'est ce que j'aime dans ce bâtiment. J'aime le fait que, quand on marche le long de ce canal central, dans la cour d'honneur du Generalife, on voit l'eau qui rend tout possible en aval, qui rend possible l'existence de l'Alhambra. C'est très modeste, sans prétention. On n'affiche pas « voici la principale source d'eau pour le reste de la citadelle ». Non, ça ne dit pas ça. C'est juste là. C'est en quelque sorte une déclaration du pouvoir royal. Le sultan montre qu'il dispose d'une grande quantité d'eau et dit par là, il y a peu d'eau ici, mais moi j'ai de l'eau, car je suis un bon gardien de la nature. Ainsi, j'honore la mission donnée aux musulmans par Dieu d'être des gardiens de la nature et de bien l'utiliser, d'être productifs, de la faire fructifier. C'est exactement la scène qui se joue dans ces jardins islamiques, en particulier à l'Alhambra. Mais cet impressionnant réseau d'approvisionnement en eau n'est pas le seul chef-d'œuvre hydraulique des Nasrides. Les archéologues ont aussi découvert que cette civilisation était capable de remonter l'eau grâce à plusieurs systèmes particulièrement ingénieux. Le premier se trouve ici, juste en contrebas du quartier militaire de l'Al-Qasaba. Ce dernier trône sur une crête à 6 mètres au-dessus de l'enceinte de l'Alhambra. Alors, pour l'approvisionner en eau, les Nasrides ont dû innover. À l'extrémité du réseau interne de l'Alhambra,
un canal apportait de l'eau en continu dans un premier réservoir. Celui-ci était directement relié à un second réservoir situé en contrebas. En se déversant, l'eau créait une sorte de tourbillon qui emprisonnait de l'air. Dans le second réservoir, l'eau et l'air sous pression devaient s'évacuer. Deux issues étaient possibles, la première vers le bas pour réguler la pression et la seconde vers le haut pour mener à la sortie. Mais ces deux échappatoires avaient un diamètre bien plus fin. Résultat, la pression était maintenue dans le second réservoir et l'eau était littéralement poussée à travers le conduit étroit menant 6 mètres plus haut, soit l'équivalent du deuxième étage d'un immeuble. Ce système, aujourd'hui connu sous le nom de coup de bélier, nécessite un réglage très précis de la pression de l'eau à l'intérieur de chaque réservoir. Il y a 800 ans, les Nasrides semblent être les seuls à avoir acquis un tel savoir-faire. Pour l'instant, on n'en a retrouvé dans aucune des autres civilisations qui se sont développées sur la péninsule ibérique. Au Moyen-Âge, avec la technologie, les matériaux et leur mise en œuvre possible, cela n'a vraiment pas dû être facile de construire et d'entretenir un tel système pour l'époque. Cela devait être vraiment spécifique à l'Alhambra, au point qu'encore au XVIIIe siècle, on s'y référait toujours comme de quelque chose de pratiquement merveilleux. Cela fonctionnait et permettait d'élever cette quantité d'eau vers l'Alcazaba, mais on ne savait pas très bien comment fonctionnait ce système. Un peu plus loin, à l'ouest de la ville, un autre site met en lumière tout le génie des ingénieurs nasrides. Ici, à proximité du canal royal, se trouvait autrefois ce que les spécialistes appellent un double canat. À partir du canal royal, les archéologues ont découvert un conduit de 125 mètres de long s'enfonçant à l'intérieur de la montagne. À son extrémité se trouve un réservoir surmonté d'un puits vertical haut de 63 mètres, l'équivalent d'une tour de 20 étages. Là, l'eau était remontée grâce à un système appelé Noria. Une roue dentée mue par traction animale permettait de remonter des godets remplis d'eau accrochés le long d'une corde. Mais ce n'est pas tout. Cette eau était mêlée à celle d'un autre canal et envoyée dans un nouveau réservoir. De là, un autre conduit pénétrait dans la montagne et rejoignait un second puits de 60 mètres de profondeur. Une deuxième noria faisait alors remonter une nouvelle fois cette eau jusqu'au sommet de la colline de la Sabica. Au total, l'eau du canal royal parcourait ainsi 346 mètres, soit 7 longueurs de piscine olympique, pour être finalement récupérée 125 mètres plus haut et approvisionner les bâtiments et les jardins. Une véritable prouesse technique qui continue aujourd'hui encore d'impressionner les spécialistes. Le système d'élévation d'eau au moyen de Norias est vraiment typique de l'Andalousie islamique. Mais sur celle-ci, ce qui est le plus impressionnant, ce sont ses dimensions. Une roue de 60 mètres de hauteur, c'est quelque chose au niveau technique, et c'est difficile à mettre en marche. Mais les résultats sont là, les puits sont là. À ce jour, ce système de 2 Norias qui se succèdent est l'un des systèmes hydrauliques d'élévation les plus ingénieux que l'on ait découvert en Andalousie. Après avoir acquis la maîtrise de l'or bleu, les Nasrides ont dû faire face à un autre défi, protéger efficacement leur capitale des royaumes ennemis. À elles seules, les hautes murailles ne suffisaient pas. Il fallait aussi prévenir d'éventuelles attaques pour mieux se défendre. Tout le long des remparts, les bâtisseurs ont ainsi construit de nombreuses tours. 29 au total. Des édifices qui étaient les éléments clés de la stratégie défensive des Nasrides. Nous savons qu'à l'époque médiévale, les tours avaient une fonction défensive, parce qu'elles étaient situées sur les parties hautes de la montagne.
ce qui permettait de surveiller toute l'étendue du territoire qui était vaste. Ils les utilisaient pour communiquer au moyen de miroirs, en réfléchissant la lumière, ou par des signaux de fumée. Et ainsi, ils pouvaient envoyer des informations d'une tour à l'autre, comme par exemple d'éventuels mouvements de troupes, et mieux préparer leur défense. Les tours de guet de l'Alhambra représentent le point central d'un vaste système de communication à travers tout le royaume. À tous les endroits stratégiques, dans les villes comme dans les villages, au sommet des montagnes comme au creux des vallées, des dizaines de tours fortifiées sont bâties. Situées à portée de vue les unes des autres, elles communiquent par des signaux de fumée ou des effets de miroir. Ainsi, lorsqu'un mouvement de troupes ennemies est détecté à l'extrémité du royaume de Grenade, l'information se transmet de tour en tour, jusqu'à l'Alhambra. Grâce à ce réseau d'informations ultra efficace, les Nasrides sont prêts à réagir à n'importe quelle tentative d'invasion, de la part des royaumes chrétiens du Nord ou de celle des autres sultanats arabes au Sud. À l'intérieur des murailles, la citadelle de l'Alhambra est ainsi parfaitement à l'abri des menaces extérieures, et les architectes nasrides peuvent y exprimer toute l'étendue de leur talent. Malgré la simplicité des matériaux utilisés, les bâtiments de l'Alhambra figurent parmi les édifices les plus raffinés de l'époque médiévale. Les palais, surtout, éblouissent les visiteurs depuis des décennies. Le palais de Comares fait partie des monuments les plus impressionnants. Bâti selon les principes de l'architecture musulmane, il s'organise autour de cette immense cour orientée selon l'axe nord-sud. Le patio, tant dans l'architecture méditerranéenne qu'islamique en général, est le centre de la vie domestique. Plus encore dans l'architecture islamique, étant donné que la femme se doit de rester à la maison sans regard extérieur dans la plus grande intimité. La vie domestique prend place dans la cour. Par conséquent, elle ne peut donc avoir aucune ouverture sur l'extérieur. C'est aussi là que la décoration atteignait son apogée, parce que c'était là qu'ils en profitaient le plus. Autour de la cour sont construites des salles de réception, reliées par de longues galeries. Les plus vastes et les plus somptueuses sont toutes situées du côté nord, dans le prolongement de la cour. Juste à côté du palais de Comares, le palais des Lions est construit selon le même principe, à une exception près. La longueur de la cour ne suit pas l'axe nord-sud, mais l'axe est-ouest. La cause, certainement la nécessité de s'adapter à l'espace disponible au moment de sa construction, entre un jardin au nord, le palais voisin et son hammam à l'ouest, et plusieurs rues et bâtiments au sud et à l'est. Mais pour corriger le déséquilibre, les salles de réception les plus importantes du Palais des Lions restent positionnées sur l'axe nord-sud. Cette architecture rigoureuse s'accompagne d'un goût prononcé pour la géométrie. Les colonnes, les portiques, les fenêtres, les fontaines et même les petites rigoles où l'eau circule. Au cœur des palais nasrides, tout semble parfaitement symétrique. Les Nasrides, comme beaucoup de dynasties islamiques, apprécient la géométrie. Ils aiment aussi la symétrie. Il est très rare de voir un espace asymétrique. Il y a une sorte de rectilinéarité primordiale qui caractérise l'art islamique. Et l'on voit cela parfaitement dans l'agencement des palais nasrides. Même là où plusieurs palais sont construits les uns à côté des autres, ils sont placés de manière à ne pas interrompre les axes nord-sud et est-ouest.
À la symétrie des palais nasrides s'ajoute un travail monumental de décoration. Partout où le regard se porte, apparaissent des formes géométriques. Des motifs floraux. Des inscriptions reprenant des versets du Coran. Quand ils commencent à décorer un espace, la décoration envahit tout. Il faut imaginer que, lorsqu'une pièce était achevée à l'époque nasride, elle était décorée depuis le sol, avec des tissus et des matériaux comme la céramique, la faïence. Ensuite, on avait des plantes décorées avec des panneaux de faïence de différentes couleurs. Puis, d'autres panneaux décoratifs dans le plâtre et le plafond, en bois ou en moukarnas. Tout était profondément décoré. La décoration est vraiment mise en avant chez les Nasrides. C'est probablement la marque de leur architecture. Elle ne sert pas simplement à faire joli. Elle hypnotise aussi nos yeux jusqu'à nous empêcher de penser de manière rationnelle. Il faut tenir compte du fait qu'en plus, toute cette décoration était nuancée par la manière dont la lumière était filtrée. Quand la lumière entrait depuis l'extérieur, elle passait par des jalousies agrémentées probablement de vitraux colorés, ce qui rendait la gamme chromatique plus ample et la sensation spectaculaire. Parmi les décorations les plus remarquables de l'Alhambra, il y a ces impressionnantes voûtes ornées de structures complexes que l'on appelle les moukarnas. Avec leur structure en alvéoles qui dégringolent comme des stalactites, les plafonds de moukarnas sont caractéristiques de l'architecture islamique. Et derrière leur apparence désordonnée et chaotique, ces constructions sont le fruit d'un savoir-faire exceptionnel qui n'a de cesse d'impressionner même les plus grands spécialistes. Le grand défi d'un maître d'œuvre nasride, qui était d'élever des structures aussi complexes avec les connaissances de l'époque, suscite chez moi aujourd'hui énormément d'admiration. Chaque fois que je m'approche de l'une d'elles, je continue d'apprendre. C'est tellement fascinant de voir un dôme de Moukarnas. Quand on le regarde, on ne peut pas savoir quelle est sa hauteur. On ne peut absolument pas le savoir, car il semble s'élever jusqu'à l'infini. Cette expérience de l'infini est difficile à obtenir en art. C'est très difficile. Sauf quand vous regardez à une distance lointaine ou que vous regardez en l'air vers le ciel. Ici, vous l'avez à l'intérieur d'une œuvre architecturale. Ils ont réussi à recréer cette expérience qui consiste à regarder indéfiniment vers le haut. Ce dôme n'a pas de fin, il plonge dans l'obscurité. De quelle manière les artisans nasrides parvenaient-ils à bâtir de tels chefs-d'œuvre? Pour le comprendre, il faut décomposer le moukarnas pièce par pièce. Au départ, les concepteurs utilisent seulement 7 à 8 formes géométriques particulières et complémentaires. Elles sont ensuite assemblées les unes aux autres avec du plâtre pour former la structure choisie. Pour obtenir la combinaison parfaite, les spécialistes en sont certains, les ingénieurs nasrides ne pouvaient pas improviser. Ils utilisaient nécessairement un plan soigneusement préparé. La seule manière d'assembler un puzzle en 3 dimensions d'une telle complexité est d'avoir un schéma géométrique en 3D dans votre tête et, si possible, retranscrit sur le papier. C'est trop tôt dans l'histoire de l'islam pour qu'on puisse trouver des manuscrits de plans ou de schémas pour les moukarnas. Mais nous sommes quasiment sûrs qu'ils existaient, car on peut difficilement imaginer maîtriser une figure géométrique aussi grande qu'un dôme de Moukarnas sans avoir une sorte de guide. Mais au-delà de leur conception d'une précision sans faille, les moukarnas devaient aussi être installés parfois à plus de 10 mètres du sol. Pour réaliser une telle prouesse, les artisans commençaient leur œuvre par le bas.
Ils confectionnaient les formes grâce à des moules qu'ils remplissaient de plâtre. Une fois le plâtre pris et durci, ils extrayaient la forme du moule, puis la taillaient et la polissaient pour obtenir la forme parfaite. Les formes étaient ensuite collées les unes après les autres aux parois grâce à de la pâte de plâtre. Partant de l'extérieur du contour de la colonne, les artisans progressaient lentement jusqu'au plafond. Un travail titanesque et d'une grande précision qui nécessitait un savoir-faire unique. C'est un mélange d'expérience, de connaissances en calcul mathématique, en géométrie, qui fait que tout ça puisse être élevé, suspendu et autoportant. Pour moi, c'est l'apogée du travail du plâtre. Tous les chefs d'atelier n'étaient pas capables de créer des voûtes de Mukarnas. En baissant les yeux sous les plafonds de Mukarnas, nous sommes happés par d'autres trésors artistiques et mathématiques de l'Alhambra. D'impressionnants assemblages de céramique qui ornent les sols, les murs et même certains plafonds. Des dizaines de milliers de petites tuiles de faïence aux couleurs variées, formant des figures géométriques qui se déclinent à l'infini. Ces structures, baptisées lassos, semblent d'une extrême complexité. Et pourtant, leur conception se base sur des figures très simples. Le fondement de cette géométrie est fait d'éléments basiques, comme un carré ou un cercle. La rotation d'un carré va générer des étoiles à 4 branches, des étoiles à 8, des étoiles à 16 branches. Et en faisant des rotations, des translations et des réflexions, on peut combiner tous les éléments géométriques décoratifs que l'on peut trouver dans l'Alhambra. À la base, tout cela part d'un carré ou d'un cercle. À partir de ces deux éléments géométriques, on génère toute la complexité du système géométrique du lasso. Comment les Nasrides parvenaient-ils à transformer de simples carrés en motifs aussi élaborés que les lassos? Pour le savoir, il faut repartir de la figure de base. Deux carrés décalés l'un par rapport à l'autre forment une première étoile. Puis, en prolongeant les lignes de chaque carré, on obtient une autre étoile aux branches allongées. En reliant les sommets de cette seconde étoile, on forme ensuite un octogone. En traçant les diagonales du carré qui englobe l'étoile, on dessine une grande croix. Tous ces éléments étant tracés, il s'agit ensuite de sélectionner les lignes que l'on conserve et celles que l'on fait disparaître. En ajoutant des couleurs, la diversité des motifs possibles est encore plus grande. Reste désormais à multiplier le motif choisi, à le combiner à d'autres, à diversifier les couleurs pour obtenir des dessins complexes et raffinés. Dans les palais de l'Alhambra, la géométrie semble s'inviter dans les moindres détails. Ce qui me fascine, c'est la manière dont l'Alhambra révèle un intérêt plus large du monde islamique pour les mathématiques et la géométrie. N'oublions pas qu'au tout début, l'une des choses les plus importantes dans l'islam était de déterminer l'heure de la prière, ce qui nécessitait de lire dans les étoiles, le soleil, la lune, et aussi de faire de la cartographie, parce qu'ils voyageaient dans le monde entier pour le pèlerinage ou le commerce. Donc on a cet intérêt précoce pour la géométrie qui est gouverné par des raisons religieuses, mais qui commence à pénétrer la culture et donc à intéresser davantage de monde. Et cela devient une forme d'art. Grâce à cette habile combinaison des mathématiques et de l'art, les Nasrides ont fait de l'Alhambra un véritable trésor d'architecture. Des décorations de faïence jusqu'aux somptueuses voûtes de Mukarnas, tout est fait pour ravir le regard des sultans et de leurs invités. Mais les lieux devaient aussi être agréables à vivre. Dans cette région aux chaleurs souvent écrasantes en été, dompter le thermomètre était un enjeu majeur.
Les scientifiques ont ainsi découvert que de nombreux bâtiments possédaient un ingénieux système de climatisation naturelle et réversible. L'un des plus perfectionnés se trouve dans le tout dernier édifice bâti par les Nasrides au XVe siècle, la Tour des Infantes. Ce petit palais d'habitation intégré à l'enceinte défensive est conçu, comme les autres bâtiments, autour d'une cour centrale. Mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'il rassemble en son sein toutes les stratégies de régulation de la température que l'on retrouve dans les autres bâtiments. Difficile à imaginer aujourd'hui en voyant cette tour ouverte aux quatre vents. Mais autrefois, il faisait sans nul doute très bon vivre à l'intérieur. Si à l'extérieur on pouvait atteindre 40 degrés certains jours d'été, dans ces pièces, il pouvait parfaitement faire 25 degrés. Aujourd'hui, ces conditions ne seraient pas suffisantes, mais à cette époque, c'était les meilleures qu'on pouvait obtenir. Comment les architectes nasrides parvenaient-ils à réguler aussi efficacement la température au cœur des étés caniculaires? Leur secret vient de la conception même des bâtiments, soigneusement réfléchis pour limiter l'apport de chaleur. Dans la Tour des Infantes, comme ailleurs dans l'Alhambra, les salles les plus importantes sont placées au nord, à l'abri du soleil torride de l'été. Quant aux murs de terre crue, ils sont d'une épaisseur considérable. Conséquence, la chaleur extérieure met beaucoup de temps à pénétrer dans l'édifice. La fraîcheur du matin parvient ainsi à l'intérieur en début d'après-midi, justement quand le thermomètre commence à grimper. Et la chaleur étouffante de la fin d'après-midi commence quant à elle à entrer en fin de soirée, au moment où il fait plus frais. Autre élément clé dans la régulation de la chaleur et de la lumière, la petite taille des ouvertures. Beaucoup de ces édifices ont des fenêtres qui limitent les échanges de chaleur avec l'extérieur. Dans la journée, on pouvait les fermer par des jalousies ou d'autres éléments qui permettaient de faire un premier filtre de la lumière et de la chaleur extérieure. On pouvait ainsi, d'une certaine manière, maîtriser les températures et les variations lumineuses pour qu'elles ne pénètrent pas de manière incontrôlée dans les pièces et que ces dernières restent fraîches quand il le fallait, ou au contraire, qu'elles s'ouvrent quand c'était nécessaire. Mais même si tout était fait pour empêcher la chaleur de l'été de pénétrer dans les bâtiments, celle-ci finissait toujours par s'immiscer à l'intérieur. Il s'agissait donc de parvenir à l'évacuer efficacement. En d'autres termes, de mettre en place un système de ventilation naturelle. Et là encore, les fenêtres jouent un rôle clé dans le dispositif. En particulier celles, très nombreuses, disposées en hauteur tout autour du bâtiment. L'air chaud, plus léger que l'air froid, a tendance à s'accumuler en hauteur. Il peut donc s'échapper naturellement par ces ouvertures en partie supérieure. C'est ce que l'on appelle l'effet cheminée. Cette ventilation était accentuée par un élément central dans tous les bâtiments de l'Alhambra, l'eau. Sous l'effet de la chaleur, cette eau va en effet s'évaporer et rafraîchir ainsi l'atmosphère. Un petit courant frais est ainsi généré et pénètre en partie basse du bâtiment. Il pousse alors l'air chaud accumulé qui va s'évacuer plus efficacement en partie haute. Tous les bâtiments de réception de l'Alhambra s'ouvrent ainsi sur un bassin rafraîchissant, et même souvent sur des fontaines et des petites rigoles. L'eau en mouvement, plus fraîche, contribue en effet encore plus efficacement au dispositif de climatisation naturelle. En contribuant à atténuer les conditions climatiques extrêmes, l'eau salvatrice façonne véritablement les espaces de l'Alhambra.
Partout, elle occupe une place centrale dans l'agencement des bâtiments. Elle est mise en valeur, magnifiée, honorée, comme l'un des biens les plus précieux des habitants de la citadelle. C'est grâce à cette maîtrise quasi parfaite de l'or bleu que l'Alhambra est devenue une telle oasis grandiose et vivante, symbole du rayonnement des Nasrides en Andalousie pendant 250 ans. Mais au XVe siècle, alors que la cité palatiale vit ses plus belles heures, le pouvoir du royaume commence à s'étioler. La pression catholique est de plus en plus forte. À ce moment-là, le royaume de Grenade est depuis longtemps le dernier bastion musulman de la péninsule ibérique. Face à lui se trouvent deux royaumes catholiques surpuissants, les royaumes de Castille et d'Aragon. En 1492, dans un ultime affrontement, les catholiques triomphent face aux Nasrides. Grenade et l'Alhambra tombent entre leurs mains. En ces temps-là, les vainqueurs avaient pour habitude de détruire totalement les temples et les palais des peuples conquis. Mais les rois chrétiens ont été littéralement envoûtés par la beauté de l'Alhambra. Les sublimes palais mauresques furent donc épargnés et servirent de résidence royale lorsque la cour passait à Grenade. Malgré tout, les souverains catholiques font évoluer la citadelle pour y asseoir leur domination. Des édifices sont détruits et d'autres voient le jour. Les rois catholiques transforment l'Alhambra et la convertissent en une résidence royale de plus. Ils attribuent certains espaces aux habitants et enfin, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, la peuplent surtout de soldats. Et évidemment, ils transforment ce qui était une ville musulmane en une ville chrétienne. En 1527, l'empereur Charles Quint ordonne la construction de ce qui reste aujourd'hui la plus importante empreinte catholique de la citadelle. Un palais massif directement adossé au palais nasride. L'édifice est un immense carré de 63 mètres de côté, haut de 17 mètres et abritant un patio circulaire de 30 mètres de diamètre, orné d'une double colonnade. On pourrait croire que la construction de ce palais est un outrage à la civilisation nasride, une volonté de l'écraser par quelque chose de plus grand. Mais en réalité, Charles Quint admirait profondément l'Alhambra. Charles Quint lui-même éprouvait une passion pour ses palais. Pendant les 6 mois qu'il passa ici pour son voyage de noces, il dînait dans la salle des deux sœurs que nous avons ici à côté. C'est pour cela que sur le plan que lui fit l'architecte Machuca, quand il lui donna les plans du nouveau palais, il la nomma « salle où dînait l'empereur Sa Majesté ». On peut dire qu'il a vraiment apprécié ses palais. Contrairement au palais nasride que Charles Quint admire tant, son propre palais est bâti en pierre de taille. Sa construction est donc très longue et très complexe, comme pour tous les châteaux de la Renaissance. Finalement, l'empereur n'y habitera jamais, pas plus que son fils et héritier du trône. Un siècle après le début de la construction, les travaux cessent en 1637 et l'édifice demeure sans toiture. À ce moment-là, l'Alhambra tombe en disgrâce. La nouvelle famille royale espagnole établit sa capitale à Madrid. La citadelle nasride est abandonnée. Pendant plus de 2 siècles, elle tombe dans l'oubli et voit ses salons se convertir en porcheries ou en bistrots. Au début du XIXe siècle, les troupes françaises de Napoléon s'y installent, puis font sauter plusieurs bâtiments lors de leur retraite. Les ruines de la Tour de l'Eau sont un triste témoin de la destruction semée par les soldats de l'empereur. Ce n'est finalement qu'au milieu du XIXe siècle que l'Alhambra est redécouverte par les romantiques. Malgré les années noires qui ont précédé, la cité est encore debout et nombre de bâtiments, dont plusieurs somptueux palais, sont intacts. Le palais de Charles Quint se voit enfin doté d'un toit, et depuis lors, les spécialistes se succèdent pour préserver et étudier l'Alhambra.
ce trésor de l'architecture arabo-andalouse est ce précieux symbole du savoir-faire hors du commun des architectes, ingénieurs et artisans nasrides. C'est une époque où il n'y avait pas de machine à vapeur, pas d'électricité. C'était uniquement du travail manuel, et avec des machines faites de cordes et de poulies, ce genre de choses. C'est extraordinaire quand on pense à tout le travail que cela représente. Et bien sûr, c'est du travail invisible, car aujourd'hui, qui célébrons-nous ? Nous célébrons les sultans nasrides. Nous célébrons ceux qui ont profité du fruit de ce travail. Mais on ne pense pas à tous les gens qui ont monté ces pierres, qui les ont taillées. Ils n'ont pas de nom. Mais on les voit lorsque l'on regarde ces murs. C'est leur travail, leur héritage. En 250 ans, les bâtisseurs nasrides ont réussi à ériger une cité luxueuse et vivante qui, aujourd'hui encore, continue de fasciner même les plus grands experts. Pour moi, l'Alhambra, je la définis comme quelque chose d'unique au monde, qui a surpris même ses constructeurs. Elle a surpris aussi les différentes cultures qui s'y sont succédées, et elle continuera sans aucun doute à toujours nous surprendre.